Bonjour à tous, contente de vous retrouver après quelques semaines d'interruption. J'arrive avec une mauvaise nouvelle. Titus n'aimait pas Bérénice. Alors ce titre un petit peu insolent, un petit peu revêche comme ça, vient donc nous dessiller complètement sur ces deux grands amoureux tragiques que sont Titus et Bérénice et qu'on a tous connus à travers donc le magnifique texte de Racine. Alors voilà, il y a un personnage dans ce livre qui arrive un petit peu en tapant du pied et qui dit non, Titus n'aimait pas Bérénice. Pourquoi? Eh bien parce que ce personnage est en fait une jeune femme tout à fait contemporaine qui vient de se faire quitter par son amant, sa passion de toujours, qui est un homme marié, qui n'a jamais consenti à abandonner sa vie bourgeoise et son épouse légitime pour donc vivre pleinement sa passion avec cette jeune femme. Et donc cette jeune femme, pour se consoler un petit peu de ça, a la très bonne idée de se replonger dans les tragédies de Racine, dans la beauté de la langue de Racine et de s'identifier un petit peu avec les amoureuses éperdues du théâtre de Racine, dans lequel bien sûr elle retrouve un petit peu la passion contrariée qu'elle vient elle-même de vivre. Alors cette histoire donc de femme, de maîtresse abandonnée par son amant au profit de l'épouse légitime, on peut se dire comme ça, ouais, bon, on a déjà vu ça 50 fois, c'est assez classique comme histoire. Mais en fait, cette péripétie est tout à fait mineure dans ce livre puisque c'est le prétexte pour nous plonger en fait dans la vie passionnée de Racine et dans ce XVIIe siècle absolument étincelant d'une qualité intellectuelle incroyable dans lequel on plonge donc avec bonheur en commençant par Port-Royal, l'abbaye de Port-Royal, perdu, un endroit clos sur lui-même, perdu dans la campagne à côté de Paris, qui ressemble un petit peu à un paradis, mais un paradis très austère, puisque le jeune Racine arrive là-bas à l'âge de 9-10 ans. Et alors attention, hein, l'éducation, c'est quelque chose à cette époque, puisque par exemple, on n'hésite pas à faire plancher le petit Racine et ses camarades pendant 9 heures d'affilée sur une version latine. Voilà, donc j'espère qu'ils avaient quand même une pause pour déjeuner à midi, mais voilà, c'est ça le régime de Port-Royal, c'est humilité, austérité religieuse et nourriture de la culture. On se nourrit de culture antique, on étudie l'Énéide, on étudie Euripide, on étudie Sophocle, on fait du latin, on fait du grec à haute dose. C'est comme ça qu'on a une excellente éducation à Port-Royal, qui passe aussi d'ailleurs par le jardinage dans les jardins de Port-Royal, puisque le petit Racine, en jardinant à côté de son maître, il apprend à philosopher, il apprend à classifier les différentes plantes, ce qui lui permet de structurer son esprit et donc voilà, d'être absolument bien armé culturellement dans ce Port-Royal qui est un petit peu une espèce de prison, on peut le dire, mais une prison où la qualité intellectuelle prime avant tout et surtout où on doit réfréner ses passions. On est un enfant mais c'est pas pour ça qu'on a le droit d'exulter, de crier, etc. Non, c'est l'austérité absolue à Port-Royal. Et le petit Racine, lui, en fait, il a une vie intérieure qui bouillonne. Il est excellent, bien sûr, dans ses études, mais malgré tout, il a une vie intérieure qui est nourrie elle-même par ces grandes héroïnes antiques dont il apprend des bribes de vie comme ça en faisant ses versions et ses thèmes latins. Et donc, il finit par s'arracher à Port-Royal pour aller vers ce que Port-Royal déteste, pour aller vers la gloire. Et il arrive à Paris, où là, il découvre une vie tout à fait différente, pleine au contraire de passion, d'amour, etc. Et où il ne va pas hésiter, tel un Rastignac du XVIIe siècle, à jouer des coudes pour arriver à son objectif qui est d'être le plus grand tragédien de la scène française à ce moment-là et surtout d'être l'élu du roi, puisqu'on assiste en arrière-plan à l'ascension du roi Soleil et à ce que c'est que d'être le roi et d'asseoir son pouvoir à l'époque. Asseoir son pouvoir à l'époque, ça passe par s'appuyer par les plus grands artistes de l'époque. Et on voit à l'époque, alors c'est un XVIIe siècle vraiment rêvé puisque on a à la fois Boileau, La Fontaine, Corneille, Racine, Molière, voilà, et d'autres grandes figures comme ça qui marquent cette époque. Et puis on a les meilleurs ingénieurs et les meilleurs artistes qui bâtissent Versailles pour le roi, sont le château, les jardins. Et puis ce roi qui est aussi un roi guerrier, le roi Soleil, qui part en bataille et qui gagne des batailles flamboyantes, hein, notamment dans les Flandres.
en laissant bien sûr sur le terrain des milliers de morts, mais bon, voilà, l'histoire est en marche, l'histoire se crée, et Racine, à travers quand même quelques coups tordus, hein, notamment vis-à-vis de Molière, Racine arrive donc à être celui qui va écrire cette histoire et qui va faire partie de l'histoire en même temps. Et donc évidemment, on voit donc comment il arrive à atteindre son objectif. On voit aussi comment lui, qui a été éduqué dans la plus parfaite austérité, il va être pris au jeu des passions et notamment vivre une histoire d'amour immense avec sa comédienne fétiche, la Duparc, qui interprète excellemment les rôles justement d'amante délaissée ou voilà, d'amante passionnée dont font partie toutes ces tragédies. Et donc, on voit que Racine, finalement, arrivé au fait de sa gloire, eh bien, il se rend compte que finalement, l'austérité et ce vert paradis des enfances perdues, en fait, qu'il a vécu à Port-Royal, c'est ce qui lui manque le plus. Et il va en quelque sorte trahir le roi, puisqu'à l'époque, il y a des complots qui sont ourdis contre Port-Royal. Les ennemis de Port-Royal veulent détruire cette abbaye, et ils y arriveront d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus rien. Tout a été rasé, y compris la tombe où reposait Racine. Donc Racine, à la fin de sa vie, eh bien, il retourne vers Port-Royal, vers cette quiétude, loin des intrigues, loin des passions, loin des brillances de la cour du roi Soleil. Il retourne paisiblement vers ce Port-Royal. Et on retrouve à la fin du livre donc cette amante délaissée qui revient au chevet de son amant qui est en train de mourir dans sa maison bourgeoise, entourée par sa femme légitime et ses enfants. À la limite, je trouve qu'on aurait pu tout à fait se passer de cette histoire d'amour et de déception de cette femme tout à fait contemporaine. On aurait pu s'en passer tant l'histoire de Racine est époustouflante et surtout l'angle par lequel le prend Nathalie Azoulay est vraiment intéressant puisqu'elle prend ça vraiment du côté de l'intériorité de tout ce que Racine a pu penser, les déchirements entre son objectif de gloire et puis l'éducation qu'il a reçue, le déchirement entre Paris et Port-Royal, c'est déjà excellent et passionnant en soi, puis surtout on se replonge vraiment avec beaucoup d'admiration dans ce merveilleux XVIIe siècle. C'est pas du tout nostalgique, ringard dans ce livre, cette plongée dans cette période, c'est pas du tout sur le ton du regardez comme c'était mieux avant, regardez comment on a déchu par rapport à cette époque, pas du tout. C'est très moderne puisque c'est pris du côté des sentiments, de ces sentiments que sans doute Racine à l'époque n'aurait jamais exprimé de la sorte. Là, on est vraiment du côté de la sensibilité des personnages, mais sans le côté froufrou et faste qu'on peut attacher souvent à la période du roi Soleil. C'est vraiment là au contraire la passion des cœurs, mais aussi la force des hommes qui incarnaient cette époque, la volonté, la vision qu'ils avaient et comment ils voulaient atteindre leur but, quel que soit ce qui se passait sur leur route. Donc c'est assez dur, mais cette dureté, c'est ce qui a produit cette qualité intellectuelle incroyable du XVIIe siècle et tous ces grands noms qui sont encore aujourd'hui au firmament de notre culture française. Donc pour tout ça, je vous conseille vraiment ce petit livre très bien écrit, très sensible et en même temps qui a cette force justement qui est décrite dans la vie de Racine. Donc ça nous donne un éclairage vraiment intéressant sur ce XVIIe siècle, plein de sensibilité et de force. Donc voilà, c'est mon conseil de lecture du jour et puis je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine petite vidéo. À bientôt, ciao.